Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours Bio 5070. Aujourd'hui, on attaque le dossier 3, l'ADN et les gènes. Nous avons vu dans les dernières capsules comment fonctionne la transmission de caractères héréditaires, et nous avons vu que cette transmission passait par des allèles contenant des brins d'ADN. Entrons donc maintenant dans l'ADN de l'ADN. L'ADN est formé de deux brins de nucléotides formant une double hélice. Chaque nucléotide comprend une base de phosphate, un sucre et une base azotée. Il existe en réalité 4 types de bases azotées. Il est à noter que la cytosine se perd toujours avec la guanine et que la thymine se perd toujours avec l'adénine. C'est la séquence formée par ces acides aminés qui détermine notre code génétique. Étudions donc ce drôle de mécanisme. L'ADN est précieux puisqu'il dicte qui nous sommes. Il est donc protégé à l'intérieur du noyau de l'atome. Ainsi, il est primordial lors de la division cellulaire d'obtenir des brins identiques au brin original. Pour ce faire, la cellule utilise un type de protéine fort particulier, l'hélicase, qui sépare les deux brins d'ADN. Naturellement, les nouvelles bases azotées s'attacheront à celles laissées vacantes par la séparation du double brin. Une enzyme, l'ADN polymérase, s'assurera ensuite de reformer les nouveaux brins. L'un des principaux rôles de l'ADN est de dicter le code de production des protéines. Or, celles-ci se forment dans le cytoplasme de la cellule, en dehors du noyau. Pas question de faire sortir le précieux ADN du noyau. La cellule utilise donc un moyen tout à fait ingénieux de transmettre son code, et ce moyen, c'est l'ARN messager. Pour produire celui-ci, on doit, encore une fois, séparer la double hélice, mais cette fois-ci, l'ARN ne formera qu'un seul brin. C'est ce brin d'ARN qui voyagera hors du noyau dans le cytoplasme. Il est très semblable au brin d'ADN, mais la principale différence est que la thymine est remplacée par une cinquième base azotée, l'uracile. Cytoplasme, où baignent les ribosomes servant à produire les protéines, l'ARN messager travaille en équipe avec l'ARN de transfert pour attacher entre elles les différents acides aminés qui formeront les protéines. L'ARN de transfert contient en fait 3 bases azotées, qu'on appelle l'anticodon, qui s'associent à 3 bases azotées de l'ARN messager, qu'on appelle le codon. L'assemblage d'une nouvelle protéine commence obligatoirement par l'acide aminé MET, dicté par le codon AUG. Tout ce qui est devant n'est donc pas traité. Par la suite, on regroupe les bases azotées en groupes de 3 jusqu'à obtenir un groupe UGA, UAA ou UAG, indiquant la fin de la protéine. Tout ce qui se trouve à être après n'est donc pas traité. Chaque codon est ensuite associé à un acide aminé bien précis, formant la nouvelle protéine. Le tableau de gauche nous indique quel codon est associé à quel acide aminé. Il est à noter que même si certaines protéines puissent être relativement courtes, elles contiennent généralement bien plus d'acides aminés que celles ici représentées. Survient une erreur due à une mutation de l'ADN ou à un défaut de l'encodage de l'ARN, celle-ci n'a pas toujours un impact sur la protéine. Comme nous l'avons vu, une partie de l'ADN n'est pas traitée et une mutation sur ce brin n'a généralement aucun impact. Certaines séquences donnent aussi le même acide aminé. Par exemple, si la séquence AGC devient la séquence AGU, il n'y a aucune modification de la protéine, puisque les deux codons sont associés au même acide aminé. Par contre, si AUC devient AUG, il y aura
un impact, puisque l'acide aminé n'est pas le même. Pire encore, si UGG devient UGA, l'encodage se termine et la protéine sera donc incomplète. Ce n'est pourtant pas la pire situation. Si dans le segment non codant, la mutation engendre un codon MET, démarrant ainsi l'encodage, là, c'est comme les Français diraient, c'est la cata. On distingue 4 différents types de mutations génétiques. On parle de délétion quand une partie du chromosome est simplement perdue. On parle de duplication lorsqu'une partie du chromosome est répétée plus d'une fois. On parle d'inversion lorsqu'une séquence du chromosome est copiée mais à l'envers. Et finalement, on parle de translocation lorsqu'il y a transmutation de 2 séquences de gènes sur des chromosomes non homologues. Une mutation chromosomique survient quant à elle lorsqu'une paire de chromosomes devient un triplet, ce qu'on appelle une trisomie, ou que cette paire devient un seul chromosome. Si une telle mutation survient sur les premières paires de chromosomes, elle engendre un organisme non viable, puisque les chromosomes sont plus gros et contiennent plusieurs gènes. Les modifications engendreront donc un problème beaucoup plus grand au niveau de l'organisme. Une trisomie sur les dernières paires peut engendrer des individus capables de survivre. On parle du syndrome de Down lorsque cette trisomie survient sur la paire de chromosomes 21. On appelle aussi cette maladie la trisomie 21. Le syndrome de Klinefelter, désolé pour la prononciation, survient lorsqu'il y a une trisomie au niveau du gène 23 qui est un chromosome sexuel. Le syndrome de Turner, c'est également au niveau de la paire 23, seulement on aura seulement un chromosome. De telles mutations peuvent avoir plusieurs causes qui peuvent être autant physiques, chimiques ou par simplement transmission intergénérationnelle. Au niveau des agents mutagènes physiques, on note entre autres les rayonnements UV, les rayons X ou les rayonnements radioactifs, donc des rayonnements énergétiques qui vont causer des mutations génétiques. Au niveau des agents mutagènes chimiques, ce sont certaines substances mutagènes qui peuvent causer des mutations, comme par exemple le benzopyrène que l'on retrouve dans la cigarette, le bisphénol que l'on retrouve dans les BPA de certaines bouteilles de plastique. Faites attention quand vous achetez vos bouteilles pour consommer de l'eau en classe. Et aussi, on va en retrouver dans certains médicaments. On a vu dans le cas de l'hémophilie dans les dernières vidéos qu'on peut aussi être atteint de maladies génétiques qui peuvent être transmises par des parents soit porteurs ou atteints. Donc le parent n'a pas besoin d'être atteint pour pouvoir transmettre certaines maladies génétiques. Pensez à la reine Victoria par exemple. Donc, les parents dont l'ADN des cellules sexuelles ont été en contact avec des agents mutagènes peuvent aussi transmettre des maladies génétiques. Étudions maintenant certaines situations de transmission intergénérationnelle de maladies héréditaires. Nous étudierons certains cas liés à certaines situations. Donc, commençons par la fibrose kystique qui atteint le chromosome 7. La fibrose kystique est une maladie récessive, ce qui veut dire qu'on peut être porteur sans développer la maladie, et c'est une maladie liée aux autosomes, ce qui veut dire que la maladie n'est pas située sur les gènes contenus sur les chromosomes X ou Y. Si le père est sain et que la mère est atteinte de la fibrose kystique, on voit qu'aucun des enfants ne sera atteint de la maladie, mais chacun sera porteur par contre de la maladie. Si la mère est simplement porteuse, à ce moment-là, encore une fois, aucun des enfants ne sera atteint, mais on a 50% des chances d'avoir un enfant qui serait porteur de la maladie. Dans le cas où le père serait atteint et que la mère serait porteuse, on commence à voir certaines situations où on a des enfants atteints. Donc, dans ce cas-ci, on aurait 50% des chances que l'enfant soit atteint et 50% des chances que l'enfant soit porteur. Et évidemment, si tout le monde est porteur, eh bien les enfants ont 100% des chances d'être porteurs.
Si chaque parent est porteur, mais qu'aucun n'est atteint de la maladie, à ce moment-là, on a 25% des chances que l'enfant soit sain, 25% des chances que l'enfant soit atteint et 50% des chances que l'enfant soit porteur. Donc, on voit un petit peu de quelle situation on aurait et quelle proportion des enfants seraient atteints, porteurs ou sains dans chacun des cas. Attaquons-nous maintenant à une maladie qui serait héréditaire, dominante et liée aux autosomes. La différence avec le cas précédent est que comme la maladie est dominante, nous n'aurons pas de cas où quelqu'un serait porteur sans être atteint. Donc, tous les gens qui sont hétérozygotes étant automatiquement atteints puisque le gène dominant va s'exprimer. C'est le cas, par exemple, de la dystrophie myotonique de Streiner qui touche la paire de chromosomes 19. Donc, évidemment, on voit que si le père est atteint, donc si un parent est homozygote et qu'il est atteint, automatiquement, tous les enfants vont être atteints, puisqu'ils seront tous hétérozygotes et que tous les cas hétérozygotes vont être atteints par la maladie. Évidemment, si la mère est hétérozygote et le père est porteur, c'est le même principe. Donc, à ce moment-là, la seule différence, c'est qu'on va avoir 50% des chances que les enfants soient homozygote, mais de toute façon, tous les enfants vont être atteints. Si un père est sain et la mère est hétérozygote, ou le contraire, à ce moment-là, on voit qu'on a 50% des chances d'avoir des enfants sains et 50% des chances d'avoir des enfants hétérozygotes où les enfants seraient atteints par la maladie. Évidemment, si personne est atteint, eh bien, les enfants sont corrects aussi. Et si les deux parents sont atteints, mais qu'ils sont tous les deux hétérozygotes, on voit qu'on a un 25% des chances que l'enfant soit sain. Autrement dit, qu'il reçoive les gènes sains de chacun des parents. Donc, on voit que les pourcentages sont vraiment différents puisqu'on a carrément enlevé les pourcentages où les gens étaient porteurs, puisque les gens qui sont porteurs sont automatiquement atteints dans ce cas-ci. Dans la dernière capsule, nous avions étudié le cas de l'hémophilie, et plus précisément le cas de la descendance de la reine Victoria qui était elle-même porteur du gène d'hémophilie, et qui a, sans le vouloir, transmis l'hémophilie sur la plupart des trônes d'Europe. L'hémophilie est particulière, elle est portée par le chromosome X, donc un chromosome sexuel, et c'est une maladie récessive. Donc, dans ce cas-là, dans le cas où la maladie héréditaire est portée par les chromosomes sexuels, il faut vraiment étudier le cas des femmes et des hommes de façon complètement différente. Puisque comme l'homme ne possède qu'un seul chromosome X, eh bien, automatiquement, s'il a un gène porteur, automatiquement, il sera atteint. Alors que la femme peut s'en sortir en étant seulement porteur sans être atteinte, puisqu'elle a deux chromosomes X, donc comme le chromosome sain est celui qui est dominant, elle ne développera pas la maladie. Donc, étudions comme nous le faisions tantôt les différents cas. Si par exemple nous avions un homme porteur et une femme saine, à ce moment-là, nous savons automatiquement que les hommes qui seraient issus, donc les fils de ce couple-là, seraient automatiquement sains, puisqu'ils ont reçu le chromosome Y de leur père, et que ce n'est pas le chromosome Y qui porte le gène de l'hémophilie. Du côté des femmes, nous aurions 100% des chances d'avoir une femme porteur. Donc, les filles, à ce moment-là, recevant le chromosome porteur de leur père, seraient automatiquement porteurs elles-mêmes du chromosome d'hémophilie. Dans la deuxième situation, donc si la mère est hétérozygote, eh bien, on a un cas très spécial où nous aurions 25% des chances d'avoir une fille atteinte d'hémophilie, ce qui est très très rare. Nous aurions 25% des chances d'avoir une fille porteur, 25% des chances d'avoir un garçon atteint, puisqu'il ne possède qu'un seul chromosome X, et 50% des chances d'avoir un garçon sain. Si seulement la mère est porteur, c'était le cas de de la mère d'Alexis, entre autres en Russie. Donc, si la mère est porteur et que le père est sain, à ce moment-là, on voit qu'on a 50% des chances d'avoir
une personne qui est porteur du gène, et dans ces cas-là, si c'est un garçon, il serait atteint. Si c'est une femme, elle serait seulement porteur. On a aussi 50% des chances d'avoir quelqu'un de sain. Donc, on voit que les pourcentages sont très différents. C'est quand même important de noter que c'est très rare que les femmes sont atteintes d'hémophilie et surtout, c'est très rare qu'ils atteignent un âge capable de se reproduire pour la simple et bonne raison que comme l'hémophilie est liée à la coagulation du sang, eh bien, les filles qui sont atteintes d'hémophilie ne se reproduisent à peu près jamais. C'est la raison pourquoi je n'ai même pas répertorié ce cas-là dans les cas que j'ai présentés ici. C'est parce que les femmes atteintes d'hémophilie, c'est très très rare et qu'ils n'ont pas beaucoup de chances de vivre longtemps, malheureusement. Dernière situation, le cas d'une maladie héréditaire dominante liée au chromosome sexuel. Nous prendrons l'exemple de l'incontinentia pigmenti qui est reliée au chromosome X, mais ce sont des maladies qui sont relativement rares. Donc, la différence principale, comme nous l'avons vu pour les maladies liées aux autosomes, c'est que nous n'avons plus de porteurs sans être atteints. Donc, automatiquement, même les hétérozygotes seront atteints puisque le gène dominant est celui qui est porteur de la maladie. Donc, dans ce cas-ci, si le père est atteint, automatiquement, toutes ses filles seront atteintes. Mais ses garçons seront sains puisque eux reçoivent son chromosome Y. Dans le cas d'une mère hétérozygote, autrement dit une mère qui est atteinte mais qui ne porte pas deux gènes touchés par la maladie, et d'un père atteint, automatiquement la fille sera atteinte, ça ne change pas. Par contre, il a une probabilité de 50% où le garçon serait sain et 50% où le garçon serait atteint, dans le cas où nous aurions un garçon. Si le père est sain et c'est la mère qui est hétérozygote, à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est qu'on a 50% des chances d'avoir un enfant atteint et 50% des chances d'avoir un enfant sain. Donc, nous voyons que les pourcentages sont relativement différents par rapport à une maladie récessive, du fait que la personne qui est porteur est automatiquement atteinte. C'est donc ce qui met fin à cette capsule, j'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts, à vous de surpasser le maître.